Du 3 au 27 novembre, au Théâtre Denise-Pelletier à Montréal, sera jouée la pièce Les sorcières de Salem. Notre chroniqueuse Laurence Godin-Tremblay y a vu l'occasion de partir à la chasse aux chasseurs de sorcières qui sommeillent peut-être en chacun de nous. Laurence, bonjour. Bonjour Antoine. Alors, cette pièce sur les sorcières de Salem, c'est pas une création originale, là. C'est plutôt la reprise d'un texte ou un texte revisité, modernisé peut-être, tu nous le diras, tu auras l'occasion de nous en parler, là. Alors, c'est un texte important dans la culture américaine. C'est pas un ovni, là. Non, ben c'est sûr, mais c'est en partie parce que ça vient d'événements historiques, là, au début des colonies, là, en 1692, où il y a vraiment eu, c'est ça, cette chasse aux sorcières-là, qui a été menée par deux petites filles, 9 ans et 11 ans, là, qui ont été comme découvertes dans le bois avec une servante en train de faire de l'art de la divination, du vaudou. Là, l'histoire demeure un peu obscure. Et quand on a vu leur comportement étrange, on leur a laissé le choix où vous avez fait ça de votre plein gré, vous êtes à donner des activités sataniques et vous allez payer, ou bien vous avez été envoûté par d'autres gens et dans ce cas-ci, donnez-nous les noms. Et c'est ce qu'ils ont fait, les petites filles, là, sûrement pour sauver leur peau. Ils se sont mis à donner des noms, on s'est mis à pendre des gens. En tout, on dit, si je me souviens bien, 14 femmes, 6 hommes et 2 chiens. Ah. Parce que les chiens aussi peuvent être sorciers. C'est ça. Fait que c'est à partir de cette histoire-là qu'Arthur Miller écrit sa propre pièce, Les sorcières de Salem. Et ça, cette pièce-là, elle n'a pas été écrite au début des colonies américaines, elle a été écrite plusieurs années plus tard, à peu près au milieu du 20e siècle, dans un contexte historique, politique aussi assez particulier. C'est ça. En fait, Miller a saisi l'occasion d'écrire cette pièce-là durant la guerre froide, durant ce qu'on appelle le macartisme, c'est-à-dire que McCarthy, un politicien, avait fait un discours pour dénoncer les communistes et avait semé un peu un climat de paranoïa en disant il y a des communistes partout. Ils sont infiltrés dans tous les groupes. Ils sont cachés, sont au sein du département de l'État. Là, il y avait même une commission qui avait été montée pour faire venir les gens. Arthur Miller a été convoqué, puis on lui demandait de livrer des noms. Donc, devant ça, Miller a vu une reprise, en quelque sorte, des principes de la chasse aux sorcières. Ouais. Puis c'était une manière d'en parler indirectement, parce que justement, directement, c'était pas possible. Alors, comment il s'y prend, Miller, là, pour aborder ces thèmes-là de la dénonciation sans nommer les choses là, frontalement? Bien, c'est tellement... les liens sont tellement évidents qu'en fait, il fait juste représenter l'histoire des sorcières de Salem à partir de documents historiques. Là. C'est assez proche de ce qui s'est réellement passé. Là. Je veux dire, même les noms sont semblables. Là, Abigail, des choses comme ça. Là. John Proctor, Tituba. C'est toutes des personnes qui ont vraiment existé, qui avaient vraiment le rôle qu'ils ont dans la pièce. Il fait juste, mettons, augmenter l'âge d'Abigail, là, qui avait 11 ans. Dans la vraie histoire, elle devient le 16 ans. John Proctor aussi. Il crée une petite histoire d'amour pour, disons, le contexte, pour recentrer l'histoire autour de John Proctor, pour réévaluer la chronologie des événements, juste pour que ça devienne une œuvre. Ouais. Mais sinon, il fait juste rapporter les événements et l'auditeur voit ça et n'a pas le choix là, de faire des liens. C'est ça la beauté de la chose. Là. C'est comme si l'auditeur comprend de lui-même que ça ressemble à ce qui se passe avec la chasse aux communistes. Et de telle sorte qu'on n'a pas tant que ça besoin de parler de sorcellerie ou des faits qui sont comme en amont de la pièce, mais c'est plutôt les procès, les dénonciations, c'est ça qui est mis en scène. Oui, c'est ça. Non seulement c'est une pièce qui parle pas de communisme, mais c'est pratiquement une pièce qui parle pas non plus de sorcellerie. Là. Les gens, quand ils lisent ça, même ceux les metteuses en scène qui montent la pièce au théâtre Denise-Pelletier disent ça manque de sorcellerie, au sens où il y en a pas vraiment en fait. Là. Mais c'est normal, ça parle pas de ça, ça parle d'idéologie qui mène à des persécutions et des accusations injustes. Et d'ailleurs, bon, tu parles de la mise en scène qui a été faite, qui est présentement sur les planches là, tout le mois de novembre à Montréal. Comment ça a été revisité cette œuvre-là ou remis au goût du jour, disons? Ben, c'est la beauté encore, c'est ça, de la pièce de Miller. C'est que ça sert à illustrer le communisme à son époque, mais si on la représente de nouveau aujourd'hui, ça peut pas être pour illustrer la chasse aux communistes. Ça serait plate longtemps, là, je veux dire, ça nous intéresse pas. Y a-tu un communiste caché dans notre groupe ici, non? On dit qu'au quelques-uns, mais je ne sais pas. James a des pantalons rouges, là, mais... Il y a un communiste qui se met en chacun de nous. Ah, c'est cute. Donc là, le défi, c'est de dire, ça serait quoi les chasses aux sorcières aujourd'hui? Puis là, on veut des noms. Ouais, les metteuses en scène ont repris la pièce, entre autres, parce qu'ils étaient fâchés, parce que durant le mouvement MeToo, il y en a qui disaient que ça ressemblait à une chasse aux sorcières. Puis au moins accidentellement, c'est vrai, là, dans la vraie histoire, puis la pièce de Miller, il s'agit de petites filles qui accusent d'autres et éventuellement même des hommes. Et il y a des lynchages qui s'ensuivent. Des lynchages publics, etc.
Il y a un procès, mais le réel procès, le MeToo, c'est un procès... Le réel procès, c'est la place publique. C'est ça. Davantage que le tribunal, ouais. Bon, il y en a qui ont dit ça, mais bon, les metteuses en scène étant ce qu'elles sont, elles ont voulu reprendre la pièce, au contraire, pour donner une vision féministe à la pièce. C'est-à-dire pour justement montrer que c'est pas ça parle pas de ça. Puis là, ils vont dire ça peut dénoncer d'autres mouvements idéologiques. Là, puis là on peut... Les complotistes, là, ça c'est le classique aujourd'hui. Là. Après ça, ils vont parler aussi de... Même dans un autre article que j'ai lu aujourd'hui dans la presse, ils vont dire que dans une certaine mesure, le mouvement woke avec le bannissement, la culture du bannissement va dans cette direction-là. On parle donc, etc. Mais là, ils ont été surprises en lisant la pièce, c'est qu'elles veulent la revisiter d'une façon féministe parce qu'elles ont été fâchées, parce qu'elles considèrent la pièce aussi de son époque, c'est-à-dire des femmes qui sont présentées comme les méchantes et un homme qui est le personnage principal, puis un homme blanc là, qui, à la fin, a son moment de rédemption et de gloire, pratiquement. Là. Donc, ça les fatigue un peu. Ça les fatigue. Fait qu'elles veulent remettre d'abord Tituba à l'avant-scène, qui est la seule, probablement, qui a vraiment exercé de la sorcellerie dans les faits, là, c'est-à-dire du vaudou. Là, on peut y croire ou pas, mais elle en faisait probablement. Là. Puis, ils vont la mettre de l'avant-scène là, pour raconter, ils disent, une nouvelle histoire où là, ce sont les femmes qui prennent du pouvoir, pour montrer, en fait, que les jeunes filles qui accusaient, c'était pas de leur faute, c'était parce que c'est pour la première fois, on leur donnait de la parole, on leur permettait de parler, d'avoir une autorité publique, des choses comme ça. Là. C'est vraiment... Est-ce qu'il n'y a pas un risque de détourner un peu la pièce de son sens profond, qui était une tragédie, qui rentrait dans la complexité de chacun des personnages, entre autres le Monsieur John? Hein? Bien, c'est là où moi j'accroche beaucoup là, à leur lecture. Il y a un autre article où ils vont dire ça montre bien aussi où mène le manque d'éducation. Ça, c'est bien populaire aujourd'hui, cette espèce d'opinion-là, de dire... Ah, ben vous voyez, là, tu sais, ces moments-là perdus à Salem, tu sais, c'est le manque d'éducation. S'ils étaient allés à l'université comme nous. Puis là, on a envie de leur dire, mais Miller parle pas du manque d'éducation. Miller, dans ses notes, parle jamais de ça. Parce que même dans la pièce, ce sont les plus éduqués, les plus injustes, les plus dégueulasses. Parce que ce sont les juges qui se permettent de condamner impunément... des innocents, là, avec des ou bien fallacieux, là, ou bien tu t'es pendu, ou bien tu acceptes que tu es une sorcière puis tu nous donnes des noms. Bien sûr, ces femmes-là, là, les metteuses en scène du théâtre Denis Pelletier, diraient sûrement oui, mais c'est parce que c'est les plus éduqués dans la pièce, mais à cette époque-là, tout le monde était con. C'est un peu l'idéologie, là, encore une fois, c'est-à-dire que tout ce qui est du passé, puis en plus, c'est des protestants, c'est des puritains. Fait qu'automatiquement, ils doivent être débiles, forcément. Ils doivent être débiles. Ouais. Fait que c'est là où mène le manque d'éducation, la chasse aux sorcières. Mais après, on pourrait leur dire, oui, mais la chasse aux communistes, est-ce que c'était aussi un manque d'éducation? Puis dans l'introduction des Sorcières de Salem, il y a un passage intéressant où c'est une lettre d'Anna Arendt, cette fois-là, qui dit « Je suis très inquiète par rapport à la chasse aux communistes qui se produit présentement, qui se produit surtout dans les universités, donc dans les lieux d'éducation. Donc, je pense que c'est pas une bonne lecture d'aller dans ces manques d'éducation-là. Puis Miller nous donne une autre lecture dans ses notes et nous dit, en fait, ma pièce me fascine, l'histoire des Sorcières de Salem me fascine, parce qu'elle ne parle pas tant d'idéologie ou de macartisme, mais de tous les bris de charité entre nous, individus, c'est-à-dire des principes internes qui font en sorte que des époux aimants finissent par devenir des ennemis. Parce que dans la vraie histoire, il y a un époux qui a livré sa femme, là. C'est ça, Laurence, parce qu'en le fond, au lieu de se demander qui sont les sorcières aujourd'hui, moi, en t'écoutant tantôt, je pensais peut-être les non-vaccinés, là, qu'on fait la chasse là, aujourd'hui, mais peut-être que la vraie question, c'est faut-il faire une chasse tout court? Est-ce que le simple fait d'entrer dans cette logique-là de chasse aux gens qui seraient dans l'erreur, est-ce que ça ne révèle pas justement qu'on a un problème dans notre relation aux autres et dans la communauté? Mais comme chrétien aussi, si tu me permets de rebondir là-dessus, il y a des... On peut pas laisser quelqu'un dans l'erreur si on juge qu'il est dans l'erreur. Il y a un vrai dilemme, là, me semble, Laurence. Ben oui, puis si on reprend justement le cas des juges à l'époque de Salem, c'était des protestants, des puritains qui se disaient « Je suis en train de faire mon devoir de bon chrétien », c'est-à-dire corriger mon frère et protéger même des forces sataniques, là,
Mais c'est ça, il y a un aspect, c'est sûr, quand le Christ dit « tu ne jugeras point », puis qu'il nous dit ailleurs qu'il faut se corriger fraternellement les uns les autres, il y a comme une distinction, évidemment, à faire. Je pense que la pièce peut servir à faire cette distinction-là, parce qu'il y a un moment dans la pièce où un des juges nous dit « c'est pas facile, tu sais, on cherche des réalités invisibles ». Puis je pense qu'on peut se réapproprier ce principe-là et distinguer. C'est une chose corriger son frère quand on voit, là, tu sais, je veux dire, il n'y a rien à nier, là, il y a vraiment eu un acte mauvais. Mais c'est une autre chose embarquée dans les réalités invisibles. Ici, on parle de sorcellerie, mais on peut imaginer pour nous... Des intentions, c'est caché. Les intentions profondes d'une personne, sa liberté, avec quelle liberté elle a commis cet acte-là. Son histoire personnelle. Moi, ça m'est arrivé, là, je suis la première à le faire, là, juger tout le monde, chasser des sorcières, là, mais j'avais un gars là, en philo insupportable. Je le trouvais tellement insupportable, là, je voulais zéro être son ami, je le trouvais orgueilleux, vaniteux, etc. Un jour, j'ai appris... C'était-tu moi, Laurent? C'était Simon. Non, mais un jour, j'ai appris son histoire de vie, j'ai appris d'où il vient, j'ai appris à le connaître, puis c'est l'expérience qu'on fait tous. On se trouve tellement con après, quand, tu sais, on a lynché quelqu'un, on l'a mis au bûcher dans notre tête, on l'a pendu, là, on s'est dit vraiment, là, cette personne-là, là, est mauvaise. Puis après, ça devient nos amis, puis on se dit, maudit que j'ai été con, mais après, on recommence. Avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre. James? Tu sais, je reviens à corriger son frère, ça veut pas dire non plus de le corriger, de le faire pendre. Non, c'est ça exactement. Puis là où je veux en venir, c'est que dans la pièce, on nous donne aussi des indices sur, bon, qu'est-ce qui se passe dans un point de vue de la société, mais qu'est-ce qu'on devrait faire nous aussi? Parce que la pendaison des sorcières s'est terminée quand il y a eu comme une commission, puis une réflexion, puis un bilan qui disait quelque chose comme c'est peut-être préférable de laisser s'en aller 10 vraies sorcières, mais de ne pas tuer un innocent. C'est de toujours. Puis il y a un jugement à faire pour la même. C'est la même chose. Là. Saint Thomas d'Aquin, à un moment, sur le jugement, il nous dit c'est préférable de commettre l'erreur, parce que c'est vraiment une erreur, de juger favorablement un méchant. Quelqu'un avec bienveillance. C'est ça, de juger avec bienveillance, dans le doute, de dire cette personne-là, probablement qu'elle avait des bonnes raisons de faire ce qu'elle a fait, de juger favorablement quelqu'un qui a vraiment agi en méchant, mécréant, tout ça, que l'inverse, que de se tromper puis de juger les gens défavorablement alors qu'il y a des hommes bons autour de nous. De la même façon, c'est préférable de laisser libre une sorcière que de tuer un innocent. Ouh là là, beaucoup de matière. Ouais, rapidement. Ben, c'est le même argument souvent qu'on va entendre chez ceux qui sont contre la peine de mort. Puis je me demande s'il ne faudrait pas l'appliquer en t'écoutant à la peine de mort sociale ou la peine de mort numérique, hein, les gens qui se font bannir du monde médiatique de nos jours. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir cette même logique-là? Attention, peut-être qu'on est en train de détruire la vie d'un innocent. Il vaut mieux... être plus que moins prudent. Puis c'est pour ça que c'est exactement ça. Puis c'est pour ça que c'est pas une question tant que ça d'éducation, mais d'orgueil, à quel point je prétends tout régler, tout connaître, jusqu'à prendre la vie de quelqu'un, réel ou social, ou sa réputation. Ou... Et au contraire, c'est souvent les plus éduqués qui ont souvent cet orgueil-là de penser que moi, je connais la vérité et je peux donc le juger les autres. Ben, c'est un petit peu pour ça que la chasse aux communistes avait lieu dans les universités, par je une pense. Forme de double ignorance. Oui, Laurence Godin-Tremblay, c'était passionnant. Merci beaucoup d'avoir fait pour nous, en tout cas, lancé pour nous cette réflexion sur le jugement, la culpabilité, les dénonciations qu'il y a partout. Merci, ça s'applique très bien à notre époque. On rappelle aux auditeurs qu'on peut te lire assez régulièrement sur le traitdunionverbe.com. À bientôt. À bientôt, merci.